Donc je te parle à toi, je regarde pas la caméra, d'accord? Tout à fait, ça va. Ouais. Comme à la télé, quoi. Ouais, ouais. Alors j'y vais. Est-ce que tu peux faire un clap? Et quand tu as fait le clap, tu peux répondre à la qui es-tu? Tu fais un faux clap. Voilà, je fais un faux clap. Alors, Bertrand Cadar, une. Bah oui, forcément. Hein. Mais alors ceci dit, j'ai jamais tourné vraiment avec lui parce que les scènes de motard et les scènes avec Gibson étaient, quand on regarde bien le film, C'est sa femme. voilà, ils sont jamais ensemble ou très peu ensemble. Alors en revanche, il a tourné où donc nous on avait des scènes après ou avant, donc je l'ai vu travailler. Et puis surtout on déjeunait ensemble, hein, le pause café, déjeuner, tout ça. Donc c'était comme ça, des meubles comme ça. On était assis, c'était un type hyper sympa qui avait 30, il était plus jeune que moi. Moi j'avais 30 ans, je crois qu'il devait en avoir 26 ou 27 par là. Il était très cool, pas du tout, d'abord il était complètement inconnu, ou presque. Et c'était le seul type qui a été payé d'ailleurs. Tous les autres acteurs ont été payés au prix du syndicat, prix syndicaliste. Lui, il a été payé plus cher, pas beaucoup plus. Sur la recette, non? Alors après, ça, je ne sais pas. On n'était pas au courant des contrats des autres. Hein. Et quand il était jeune, il avait l'air d'un acteur instinctif plus qu'un acteur. Puis alors, je vais te dire. Théâtral ou... Tout à fait. Puis alors, je vais te dire. Moi, ce qui m'a le plus sidéré, parce que c'est ça qui est le plus dur dans le cinéma, par rapport au théâtre, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Au théâtre, bon, une fois que tu rentres en scène, tu es en scène. Faut bien que tu te démerdes. Hein. Et puis si tu bafouilles, bon bah on continue. C'est tout. Au cinéma, il faut répéter la même chose à longueur de temps. Et lui, vraiment, moi je connaissais pas ce type. Je m'étais jamais rendu compte qu'il était si petit, qu'il est tout petit. Hein. Et il était incroyable, quoi. Il répétait, enfin il renvoyait, il refaisait avec différentes prises. Là-dessus, on allait déjeuner, on revenait donc là, hein, on revenait et hop, le perroquet, quoi. Le mec, c'était une horloge suisse, carrément. Et je me suis dit, avec les autres qui avaient des petits rôles, quand on le regardait faire, et on se disait, putain, ce mec, il ira quelque part un jour. Parce que vraiment... Miller n'avait jamais besoin de lui dire écoute, Mel, tout à l'heure tu me l'as fait comme si, tu vois, là tu me l'as pas remis pareil, tu pourrais pas essayer de me le refaire comme à la troisième prise, ce qui arrive tout le temps. Ah ouais, à ce hein ouais. Jamais. Là, le mec, c'était une fois qu'il l'avait, hein, tu pouvais faire 6 prises, 10 prises, pareil, comme une saucisse, mon vieux, qui sortait de la machine à saucisse. Et ça, moi j'étais... Bon, puis après, je ne l'ai pas revu, hein, je veux dire, après, chacun il a fait son chemin, moi j'ai fait le mien, et puis surtout après, bon, j'ai monté une entreprise, parce que le succès de Mad Max a été tel que je me suis retrouvé à la tête de la plus grande entreprise de carénage d'Australie, et j'exportais des carénages Mad Max dans le monde entier, quoi, je veux dire, donc ça a eu des conséquences pour moi tout à fait incroyables, ce film. Donc oui, on a tourné Bolivian Kiss. Qui est là parce qu'on est à la fois, il va être présenté. Ouais, il va être présenté. Il va être présenté. Enfin, il est présenté tard le soir. Ouais. Minuit. 11h30, ouais. Mais moi je faisais plus de cinéma depuis longtemps, hein, à part regarder des films, etc. Mais et puis je donne souvent des interviews. À des tas de gens, des magazines de moto, du monde entier, en particulier les magazines français, parce que personne savait que le type qui a conçu les motos de Mad Max était français. Je veux dire, personne ne savait ça. Et puis voilà, alors là, ces deux jeunes, on a fait ce film. Moi, puis ça m'a plu, ça m'a un petit peu rappelé ma jeunesse, quoi. Alors là, on est en train de... Tu joues un rôle en plus. Ouais. Un rôle qu'on a fait un peu à l'arraché, hein, je veux dire. Le papa du tueur. Ouais. Le papa du tueur, on l'a composé sur place, le rôle, hein, je veux dire. Et pour ça, il est... Ce rôle, d'ailleurs, parce qu'on a du mal à le justifier. Ben oui, d'ailleurs, c'est bien mon avis. C'est bien mon avis, je l'ai dit il est présent, mais en même temps... Bon, après, c'est-à-dire qu'il fallait essayer d'expliquer pourquoi le boreur, Chignol, la chignole,
pourquoi il est fou, quoi. Pourquoi il a besoin de faire ce qu'il fait. Bon, je ne vais pas dévoiler le film, mais alors donc il n'y avait pas de script, hein, en fait. Donc j'ai dit à Derek, écoute, si tu veux que je joue le père, il faudrait que le père lui-même soit à moitié fou, et donc il ait eu une influence. Qui est une hérédité, quoi. Oui, enfin une hérédité culturelle, pas nécessairement génétique. Mais que le père était un père très possessif, et donc il a eu une influence gigantesque sur ce petit garçon qui est devenu un homme et qui ne sait pas qui il est, puisque à la fin, quand même, quand il se fait tuer, quand la chignole se fait tuer et qu'il tombe mort. On raconte la fin. Oui, mais enfin, il dit merci. Oui, c'est pas. Voilà, il peut pas. Alors. En même temps, la mère, ça a l'air d'être l'autre, le patron du bateau. Alors. Parce qu'il y a une relation, un mélange entre féminin et masculin qu'on n'arrive pas à délimiter, quoi. C'est très juste ce que tu dis là. C'est très juste. J'avais jamais pensé sur ce plan-là, parce qu'en fait, la mère, on la voit au début, hein, on la voit à peine. Elle a des grands cheveux rouges, elle clope, elle a l'air d'une vieille pute défraîchie, en fait. Et on sent que cette mère, elle existe, mais elle n'a rien. Elle est absente. Elle est absente, quoi. Alors que la vraie mère, c'est le capitaine Luther, le capitaine. Ouais, faut pas tout dévoiler. Il faut le louer ou alors venir le voir. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir que, là, une fois que je rentre en Australie, au mois de Derek est donc Above and Beyond Pictures, la maison de production. Donc tu fais partie ? Non, je ne suis pas actionnaire. Je les aide et je m'investis dans des films qui vont faire, mais je ne suis pas actionnaire de la société elle-même. C'est le premier, celui-là ? Alors non, ils en ont fait d'autres, mais ils les ont jamais vendus. Et comment s'appelle ce réalisateur ? Alors, il y a Derek Erskine et Eddie Berruti. Moi, c'est ce que je te... Alors, la qualité visuelle, c'est Eddie Berruti. Hein. Eddie Berruti, lui, c'est le caméraman. Hein. Et en fait, Derek, il a écrit l'histoire. Enfin, il a pensé l'histoire. Et c'est pas lui qui devait jouer. Il devait être metteur en scène pour ce film-là. Et puis, l'acteur qui devait jouer son rôle, le rôle de Matt, s'est désisté à la dernière minute parce qu'il était avec une femme qui avait un bébé. Et il n'y avait pas les moyens de lui offrir une chambre à part. C'est-à-dire qu'on avait loué un chalet avec 2 chambres et sa femme a dit moi on veut un chalet rien que pour nous. Et donc Eddie a dit on n'a pas les moyens. Donc le mec s'est désisté, c'est comme ça que Derek a joué le rôle principal. Donc tout ça c'est pour bien montrer que c'est un film qui a été tourné sans argent. Derek c'est le capitaine, hein ? Non, Derek, c'est Matt, c'est le jeune surfeur. Ah, d'accord. C'est le jeune surfeur. Le capitaine, lui, non, c'est un copain de Derek. Il joue pas mal. Ouais, il joue pas mal. Il explique. Alors lui aussi, tu comprends, il explique son enfance en Bolivie, où il explique pourquoi il veut avoir contrôle. On a surtout l'impression qu'il explique pour avoir le contrôle. Voilà. Et puis bon, alors on va pas tout raconter le film, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même une histoire. Il y a une histoire, comme tu dis, c'est un film Z, hein, moi je le sais, bon, je suis entièrement d'accord.